La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons. Ce soir c'est mardi et c'est donc Café Philo. Comme vous le savez, chaque mardi soir, ici au Café des Copains, Café Philo réunit du monde pour discuter autour d'un ensemble de questions qui concernent, on va dire, la philosophie, la littérature, l'art, l'esthétique et que sais-je encore. Ce soir, précisément, il sera question de politique, mais précisément saisie du lieu de la littérature. Pour ouvrir ce Café Philo, comme nous avons l'habitude de le faire, je vous invite donc à vous mettre debout pour entonner l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point de maître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir beau, le drapeau, pour la patrie, mourir beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. À présent, nous allons visionner, pas un documentaire à proprement parler, en tout cas, Café Philo propose un audiovisuel Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci. À présent, nous allons visionner, pas un documentaire à proprement parler, en tout cas, Café Philo propose un audiovisuel qui a au moins le mérite d'anticiper le thème de l'intervention de ce soir. Il va donc s'agir de ceci, l'audience comme genre littéraire avec un point d'interrogation. Les images sont tirées du journal Le Noveliste. Suivons avec intérêt, nous vous revenons dans un instant. Comme je le disais, il était question de l'audience et dans cet audiovisuel, nous venons d'écouter Émilie Prophète-Milcé, écrivain, en parler notamment en explorant ce qu'en pense Georges Anglade sur la question. Ce soir, il est question de littérature et politique. Précisément, il est question de s'inspirer de ce que dit ou ce que fait ou de ce que crée la littérature comme matériau qui est susceptible d'éclairer notre temps. On va dire qu'il pourrait ici s'agir d'une morale pour notre temps. Alors, ce soir, avec quelqu'un qui ne se passe pas de présentation à Café Philo, dans la mesure où il y est pour la première fois, Pierre Michelot Jean-Claude, qui est chercheur, communicateur social, qui enseigne également à l'université et qui a publié au moins trois livres, Littérature et politique, et Justin Lérisson à l'ère des campagnes électorales en Haïti, Étudier et réussir, Cosmopolitisme et Parlement en Haïti, et d'autres livres. Et également, ce soir avec lui, nous allons donc tenter le pari de discuter autour d'une question qui de plus en plus interpelle les cafés philo que nous réalisons ces derniers temps. Les éditions de Café Philo que nous réalisons ces derniers temps ont tendance à s'accentuer beaucoup plus sur l'actualité. Et donc, il s'agira de penser une actualité qui prend en compte la situation politique du pays, qu'on considère comme étant la situation révélatrice d'une crise à proprement parler, ou révélatrice de crise sociopolitique, pour le dire plus sérieusement. Avec lui, il y sera donc question de ceci, littérature et politique, une relecture de l'œuvre de Justin Lérisson dans le contexte des crises sociopolitiques en Haïti.
Qui n'a pas à l'esprit Justin Lérisson, au moins pour avoir lu à l'école les Zoun chez Sanenen? Voilà, ce soir nous avons avec nous Pierre Michelot Jean-Claude, qui est chercheur, communicateur social et qui en même temps enseigne à l'université. Parallèlement, Pierre Michelot Jean-Claude a écrit des livres, notamment Littérature et politique. Et Justin Lérisson a l'air des campagnes électorales en Haïti, Étudier et réussir, Cosmopolitisme et Parlement en Haïti, et que sais-je encore. Ce soir, avec lui, nous allons tenter le pari de discuter autour d'un thème qui nous interpelle à de nombreux égards et qui fait fond, on va dire, sur ce que nous vivons aujourd'hui et que, faute de mieux, on qualifierait d'actualité. Précisément, avec Pierre Michelot Jean-Claude, il s'agira de s'inspirer de la littérature, mais précisément de l'œuvre de Justin Lérisson, notamment connu de nous tous et toutes ici pour avoir écrit notamment La famille des petites cailles, Zoun chez Sanenen, et de qui sont les paroles qui sont à l'origine de ce fameux texte sur l'hymne national d'Haïti. Et ce soir avec lui donc, nous allons parler de littérature et politique, une relecture de l'œuvre de Justin Lérisson dans le contexte des crises sociopolitiques. Il va s'agir de savoir dans quelle mesure la littérature peut en amont éclairer le politique, dans quelle mesure ces deux domaines, si tant est qu'on peut parler de domaines, se recoupent à bien des égards et peuvent contribuer dans une imbrication, si vous voulez, à éclairer notre temps. Je parlais tout à l'heure d'une morale pour notre temps, dans le sens de Giorgio Agamben. Je ne peux mieux faire, chers amis, que de lui céder la parole, comme vous le savez, ici à Café Philo, en pareille circonstance, pour 30 minutes. Applaudissez-le. Merci. Merci beaucoup, Ralph. Bonsoir à tous. Un grand merci à l'association culturelle Café Philo pour cette invitation. Et c'est effectivement une occasion d'analyser la crise sociopolitique en Haïti et à la lumière justement de ce que nous avons comme richesse culturelle, particulièrement dans le domaine de la littérature. Et dans l'audiovisuel qu'on a passé tout à l'heure, on a eu la présentation de Émilie Prophète, qui parlait justement de l'audience. L'audience qui est devenue un genre littéraire avec Justin Lérisson. Et ce que nous appelons l'audience, c'est cette pratique que nous connaissons en Haïti. Et très souvent, surtout ceux qui viennent de la province, avaient l'habitude de tirer des contes de soir, hein, s'asseoir sous un manguier, sous un arbre quelconque, on a tiré conte, cri de crack, etc. Et puis on raconte une histoire. Et puis, donc, ça part de l'oraliture. Maintenant, avec Justin Lérisson, on va avoir... maintenant, ce genre littéraire va passer de l'oraliture à l'écriture. Bon, je voulais introduire rapidement avec cet aspect-là. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est pourquoi littérature et politique. Et nous l'avons bien situé, hein, dans le contexte des crises sociopolitiques en Haïti. Il y a le mot crise ici. Les crises, la crise, c'est une situation où l'on arrive, où l'on n'a que deux choix. Ou bien on meurt, ou bien on se rétablit. C'est ça la crise. C'est soit qu'on joue une solution, ou bien on va exister encore. Or, justement, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où Haïti devient un peuple qui ne vit pas. Et je dis ne vit pas dans le sens d'Edgar Morin, par exemple, qui dit vivre, c'est avoir la capacité de faire face aux défis de l'existence. Aujourd'hui, il suffit de regarder notre société, de regarder le désespoir qui envahit nos jeunes, de regarder la situation de nos familles, de nos rues, de nos hôpitaux, etc. On verra que effectivement, il y a un peuple qui perd espoir, qui est envahi par le désespoir, et qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui illustre très bien ce que Myrta Gilbert a dit dans un texte qu'il a écrit. Haïti se trouve dans une alternative. Ou bien il se prend en charge, ou bien il disparaît. Et là, donc la question aujourd'hui, nous parlons de Justin Lérisson, de quelqu'un qui a vécu plus d'un siècle avant nous.
L'une des œuvres que je vais analyser dans les prochaines minutes a été publiée en 1905, plus d'un siècle. Donc ça nous met justement dans le cadre du rapport avec l'histoire. Nous sommes justement dans un dialogue entre le présent et le passé. Pas un dialogue stérile, un dialogue entre le présent et le passé dans une perspective de construire un meilleur avenir. Et je dis ça parce qu'en Haïti, nous avons un rapport, je dirais, stérile avec notre passé. À chaque fois que nous évoquons le passé, à chaque fois que nous avons un problème, on parle d'Haïti, des problèmes d'Haïti, on évoque l'épopée des ancêtres, on évoque 1804, c'est bien, nous avons vaincu l'esclavage. Mais on le fait juste pour pouvoir cacher notre incapacité à tirer les leçons de ce passé pour forger une société prospère, pour créer un état de développement et à la fois pour permettre aux générations actuelles de mieux vivre, mais aussi pour laisser un héritage viable aux futures générations. Et donc ça veut dire que nous sommes dans un contexte où le passé, qui devrait nous servir de leçon pour l'avenir, devient un peu problématique. C'est un peu ce que Leslie François Wanega a voulu dire quand il a écrit, je cite, que Haïti est un peuple qui vit encore le passé. Qui vit encore le passé. Et le sociologue Claude Souffrant a mieux expliqué cette idée quand il a dit que, quand il a parlé de la nécessité d'une sociologie prospective en Haïti. Quand il parle de sociologie prospective, il a écrit un texte pour expliquer ça, et je lis rapidement cet extrait, où il dit « La sociologie haïtienne contemporaine demeure obstinément diachronique. L'écolier haïtien n'est formé qu'à une vision régressive de la réalité, à l'histoire. Il est victime d'une philosophie de l'éducation qui définit l'homme haïtien par ses origines plutôt que par son passé, qui l'enchaîne à hier au lieu de l'équiper pour demain. Donc quand nous regardons hier, le passé, 1804, 1915, l'ensemble des événements qui se sont déroulés, nous les regardons pas dans une perspective, dans le but de tirer les leçons nécessaires pour la construction de l'avenir que nous voulons, en fonction de projets de société, mais on le fait justement juste pour admirer. Et nous devenons un peuple admirateur du passé et non des acteurs qui construisent la mémoire collective en fonction des besoins actuels dans une perspective de développement durable. Et maintenant, dans ce contexte du rapport avec le passé, la question maintenant c'est que vient faire la littérature? Que vient faire la littérature? Puisque là nous parlons de l'histoire, nous sommes dans les sciences humaines, nous parlons de sociologie. La littérature, en quoi ça peut nous aider à comprendre l'histoire? Certains diraient que ça ne sert à rien. Ils auraient raison, parce qu'effectivement, les œuvres littéraires, la poésie, les romans, etc., ne sont pas le fruit de recherches scientifiques, de travail systématique de recherche. C'est plutôt un travail, très souvent, d'imagination. Mais il y a un danger à éviter. Celui de considérer que la littérature, les œuvres littéraires s'opposent à la science, comme s'il y avait une opposition radicale entre la littérature et la science. Non, c'est un peu cette idée qu'a défendue Jean-Paul Sartre, par exemple. Bon, beaucoup de sociologues, plusieurs sociologues, parmi eux Jean-Paul Sartre, ainsi que Pierre Bourdieu. Et Jean-Paul Sartre, il a dit, attention, hein, en fouillant l'œuvre littéraire, le chercheur peut déceler le paysage politique à travers la mise en forme qu'effectue le romancier dans les narrations, les séries d'actions, la description des lieux, d'objets, etc. Donc, ce qui veut dire que la littérature est profondément ancrée dans la réalité sociale, politique, économique. Et parlant de Justin Lérisson, aujourd'hui, nous parlons de l'une des figures de proue de la période littéraire qu'on connaît très bien, la génération de la Ronde.
avec justement la tendance des romanciers réalistes qui se sont donnés pour mission de présenter un tableau des mœurs, une sorte de satire sociale. C'est pourquoi on va trouver dans l'ensemble des œuvres littéraires de cette époque, celles de Frédéric Marcelin, de Fernand Ibert et particulièrement de Justin Lérisson qui nous concerne aujourd'hui, une sorte de description. Et la matière de leur roman, c'est les activités de tous les jours qui nous concernent, par exemple l'hypocrisie, les égoïsmes, les vices, les mesquineries, tout ce qui a rapport à la réalité quotidienne haïtienne. Et tout en peignant les vices et les tares de la société haïtienne, ces créateurs, ces écrivains, ces romanciers préparent paradoxalement la société à assumer son destin de grandeur. Là, nous sommes dans cette dynamique de construction de l'avenir à partir des leçons du passé. Alors, rapidement, pour mieux gérer le temps, à partir de cette petite introduction, nous allons essayer d'analyser les œuvres de Justin Lérisson en mettant accent particulièrement sur l'une de ses principales œuvres. Je parle du roman, mais qui a une audience que nous appelons La famille des petites cailles. Nous allons faire une analyse des personnages de ce roman. Nous allons voir leur vocabulaire politique. Nous allons voir les pratiques politiques que Justin Lérisson a décrites à son époque, sachant que même si la littérature, le roman, l'audience n'est pas une œuvre scientifique comme un travail sociologique qui renseigne sur une réalité spécifique ou de manière objective, mais qui est inspiré d'une certaine réalité et justement par rapport à l'objectif que se sont fixés les romanciers de la Ronde, nous croyons que l'œuvre de Justin Lérisson peut nous renseigner sur des éléments de l'inconscient, ou du moins de l'inconscient collectif haïtien, et à partir de là faire une sorte de diagnostic de nous en tant que peuple. Et je dis nous en tant que peuple, par exemple nous, qui ne sommes pas des héritiers de 1804, qui ne sont pas des héritiers de Dessalines, mais que je considère plutôt comme des endettés. Une autre manière de voir. Quand je dis endettés, ça veut dire des gens, si nous sommes héritiers, si j'ai un héritage, je peux faire ce que je veux avec cet héritage. On m'a laissé ce téléphone comme héritage, je peux faire ce que je veux avec. Mais si je considère ça comme une dette, ça veut dire j'ai une dette envers celui qui me l'a légué, mais aussi une dette envers celui qui va me succéder dans le temps, c'est-à-dire les futures générations, ceux qui viendront avec nous. Qu'est-ce que nous avons comme dette envers ceux qui nous ont précédés dans l'histoire, ceux qui nous ont laissé ce pays? Qu'est-ce que nous avons aussi comme dette par rapport à ceux qui viendront après nous, 50 ans, un siècle après nous? En 1919, en pleine occupation américaine, Jean Price-Mars a fait une déclaration où il a dit « Écoutez, lisez jeunesse qui m'écoutez, je sais que nous, de cette génération, nous vous avons laissé un patrimoine déchiqueté, amoindri, en péril. » En 1919, il était plus ou moins jeune à l'époque. Le discours de Grand Mounio échoué, Génio et Grand Mounio échoué n'est pas nouveau. Il y a un nouveau élément de nos jours, Génio déjoué. Maintenant, donc, ceux que nous considérons comme des échoués aujourd'hui ont été des jeunes qui critiquaient les anciens hier. Nous parlons nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous parlons de l'échec des anciens. Nous avons peut-être 20, 25, 30 ans, peut-être 40 ans. Mais ceux et celles qui ont 5, 10 ans, quand ils parlent d'anciens, de qui ils parlent? Quand ils parlent des anciens qui échouent, est-ce que nous qui avons 35 ans aujourd'hui, nous ne sommes pas déjà des anciens pour eux? Est-ce que déjà, c'est l'idée de dette, de l'endettement. Peu importe ce que nous avons comme pays, c'est quoi notre responsabilité? Vous voyez? Donc, c'est dans cette perspective-là, que je compte analyser l'œuvre de Justin Lérisson pour nous inspirer et voir justement par rapport à cette dette sociale, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité.
Bon, rappelons que Justin Lérisson a vécu entre 1873 à 1907. Il est mort en 1907. Bon, c'est l'auteur de plusieurs œuvres. Ralph, tout à l'heure, a parlé, par exemple, de l'hymne national, la Dessalinienne. Il a participé à ce concours dont il a gagné en 1904 à l'occasion du centenaire de l'indépendance d'Haïti. On se souvient qu'à l'époque, il y a le texte de Oswald Durand qui a été sélectionné qui a été terminé en deuxième position et qui devient maintenant l'hymne présidentiel, je crois, si je ne m'abuse. Bon, c'est justement un élément comme ça. Et Justin Lérisson a écrit plusieurs œuvres, par exemple des recueils de poésie. Il y a aussi une œuvre très célèbre, Zun chez Sanenen, et aussi la plus connue, La famille des petites cailles, qui va justement faire l'objet de mon analyse ce soir. Et la famille des petites cailles que nous considérons justement comme une sorte de l'audience. Une audience. D'ailleurs, il a même écrit au début de son roman, hein, il l'a dit, hein, dès la première fois de son récit, il dit, ce ne sera ni une charge, ni un roman, ce sera tout simplement une audience racontée à la vieille manière haïtienne, etc., comme on le fait le soir sous un arbre quelconque. Et on va voir que cette histoire sera racontée par un monsieur qu'on appelle Golimet. Il va commencer son histoire en disant que Golimet a rencontré le jeune un soir au Champ de Mars. Il commence à raconter son histoire, etc., etc. Alors, quand je parle d'histoire, et de quoi je parle, et justement, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? En résumé, dans une minute rapidement, on peut revenir. Je sais que vous avez déjà, beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce texte, mais dans quelques secondes, rapidement, on peut revenir sur le fond, pour rappeler que le personnage central, c'est, par exemple, comment il s'appelle déjà, Eliezer Petite Caille. Eliezer qui est le fils de Damvala Petite Caille, un ancien esclave, qui avait 65 enfants. Et ne me demandez pas combien d'entre eux il a connus. Hein. Il connaît très peu d'entre eux. Et c'est un peu ça. Donc, Eliezer était l'un de ses enfants, non pris en charge par son père, et il a été élevé par sa mère. Maintenant, il s'est débrouillé pas mal, il est devenu un peu riche grâce à sa femme, grâce au talent superstitieux de sa femme, Véleda, qui, maintenant, au fur et à mesure qu'il gravit des échelons sur le plan socio-économique, maintenant, il croit avoir une vocation politique, il décide de rentrer dans la politique. Et au final, il présente sa candidature comme à la députation. Et bon, nous nous souvenons du reste de l'histoire où, le jour des élections, il était devenu l'un des candidats les plus populaires, mais le jour des élections, il l'a passé en prison. Et parce qu'il a été arrêté lors d'un bagarre provoqué, parce que c'était le seul moyen de l'empêcher d'atteindre son but. Et donc un peu ça. Maintenant, relâché, il meurt et ses enfants finissent dans la détresse chronique et persistante. Donc c'est ça un peu la trame du récit de la famille des petites cailles que nous intéressons, récit auquel nous nous intéressons ce soir. Et la première chose qui m'intéresse dans ce récit, ce sont les personnages. Avant même d'entrer dans les discours, le vocabulaire politique, etc., j'aimerais m'arrêter un petit peu sur les personnages de ce récit. Et l'un de ces personnages, c'est Golimet. Golimet, c'est lui qui raconte. Quand nous parlons d'audience, il y a quelqu'un qui raconte l'histoire, hein? Un audienceur qui, quand il raconte son histoire, tout le monde a envie de l'entendre. Vous voyez? Quand il commence son histoire, cric-crac, et puis tout le monde se met en garde parce que là, il y a un audienceur éloquent, captivant qui va raconter une histoire. Donc, l'audienceur, le personnage, hein, l'audienceur dans ce récit, c'est Golimet. Golimet que Justin Lérisson présente comme l'homme le mieux documenté de la République. Comme l'homme le mieux documenté, c'est-à-dire quelqu'un qui est cultivé, qui maîtrise un ensemble de choses, qui connaît la réalité sociopolitique, l'histoire, etc., qui connaît beaucoup de choses. Et dès le début de l'histoire, Golimet, ce personnage, dit
à son interlocuteur, seulement, là je cite le texte, seulement promets-moi, mon jeune ami, si tu répètes mes confidences, de ne jamais citer mon nom. Question de prudence. L'homme le mieux documenté de la République a peur de citer son nom sur les questions qu'il présente. Hein? L'homme le mieux documenté. Ça me fait penser à beaucoup de nos intellectuels qui ont peur de s'exprimer. Hein? Attention, pas citer non, ça, non, on n'a pas parlé ça, mais vous voyez, quand il y a quelque chose à dire dans la place publique, il se retire. Vous voyez, la prudence. Maintenant, donc, c'est un peu la description de la prudence que j'attribue à une sorte de peur des gens avisés dans la société. Et les personnes les mieux avisées doivent mettre tout en place pour cacher leur identité avant de risquer une parole relative à la situation du pays. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que nos gens, nos docteurs, nos savants, nos différents experts ont peur de risquer une parole. Et on pourrait analyser ça. Hein. Autre personnage très important, le personnage clé, bien entendu, c'est Petite Caille, Eliezer Petite Caille, qui se fait passer pour un patriote et un homme de principe, mais qui surtout aime la flatterie. Et ce qui le caractérise comme homme politique, puisqu'il décide d'entrer en politique, comme patriote, le patriote homme politique, la description même du personnage, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de toutes choses avec un air de penseur. Ce sont ces genres de personnes qui sont considérées comme hommes politiques. Il faut savoir parler de tout. Hein? Il faut y avoir une parole sur tout. On a un débat sur l'éducation, c'est moi. Un débat sur l'électricité, sur la santé, je suis là, j'ai quelque chose à dire. On a un débat sur le transport, l'organisation du transport. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et de tout, avec un air de suffisance. Et quand Eliezer, dans les rencontres avec ses amis, il parle, il cite des livres, des textes, mais qui n'existent jamais. Il donne des références, des auteurs qui n'ont jamais existé. Et bon, donc c'est un élément de ce genre, hein, la caractéristique même de ce personnage. On a par ailleurs un autre personnage très important, hein, Boutneg par exemple, qui prodigue des conseils politiques. C'est le conseiller politique, le chef de campagne de Eliezer. Et on va voir que ce chef de campagne, pour entamer les préparatifs de la campagne de Eliezer, Boutneg, il demande à celui-ci une somme d'argent qu'il utilisera évidemment à d'autres fins. Il maîtrise les pratiques du milieu. Par exemple, à sa sortie de prison, il a été arrêté et libéré rapidement. Et à sa sortie de la prison, il sait que pour ne pas se faire appréhender à nouveau, il doit aller remercier le chef qui l'a arrêté. Aller se mettre à genoux. Vous voyez, c'est là la caractéristique même de cet animal politique. Et il y a aussi d'autres personnages, comme le général Borom, par exemple. À l'occasion par exemple, quand Eliezer a été arrêté, il y avait un bagarre. Ah bien, le général Borom, il passe des ordres, le chef de la police, il passe des ordres sans même s'informer. Vous voyez, il ne s'est même pas informé de la réalité, mais il passe des ordres. Il fait brutaliser et arrêter même de paisibles citoyens. Comment sont prises les décisions de nos dirigeants? À partir de quelle analyse? Est-ce que les décisions sont prises sur des faits? On pourrait débattre là-dessus. Il y a aussi, je n'ai pas le temps de m'attarder sur tous les personnages, mais je peux considérer par exemple un dernier, qui est un étranger. Par exemple, quand Eliezer a été libéré de prison, il va dire à Eliezer, si vous voulez ne plus vous faire arrêter, si vous ne voulez pas vous faire arrêter à nouveau, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Faites-vous étranger. Si vous ne voulez pas être persécuté, faites-vous étranger. Et là, je lis textuellement cette citation.
faites-vous français, allemand ou américain, vous pourrez circuler à toutes les heures du jour et de la nuit. Vous pouvez avoir votre franc-parler sur toutes les affaires du pays. Si on vous frappe, le gouvernement paiera. Vous aurez la quiétude d'esprit, vous serez absolument libre. Vous autres, bon, ça c'était une déclaration de... Vous voyez, ici vous avez besoin d'être libre, d'avoir votre franc-parler. Faites-vous étranger. Il y a de la sécurité, il y a de la protection. Mais si vous en avez besoin, vous devez être d'abord un étranger. Et je ne ferai pas d'allusion à la situation actuelle pour le moment. Et maintenant, j'aimerais, puisqu'il me reste seulement 7 minutes, et là je dois aller rapidement, pour revenir sur un aspect important, 2 aspects. Peut-être que je pourrais revenir sur les autres éléments si j'aurai le temps, mais les 2 aspects qui me paraissent les plus pertinents, c'est d'abord l'entrée en politique de Eliezer Petitcaille. Qu'est-ce qui justifie l'entrée de quelqu'un en politique? Ça nous amène à poser la question de c'est quoi la politique et c'est quoi la vocation de la politique. On se souvient dans la Grèce antique que politique signifiait la gestion de la cité. Vous voyez, celui qui fait de la politique, c'est quelqu'un qui a un projet susceptible de résoudre les problèmes de la société. Mais on va voir que dans le cas d'Eliezer, non, ce qui justifie son entrée en politique, c'est à partir du moment où ses amis commencent à le flatter, à lui dire, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui parle bien et vous commencez à avoir un peu de je ne sais pas, de richesse. Il faut être un homme. Et pour être un homme, il faut faire de la politique. Et si vous avez besoin de vous assurer d'une certaine crédibilité, d'une certaine protection dans le pays, il faut être politique. Et c'est à partir de ce moment. Donc la question de la vocation politique n'est pas là. La question ici, c'est comment je peux profiter de cette situation pour améliorer ma situation dans une logique de transcendance. Donc la politique est mise au service de la question de cette question-là. Mais il y a aussi la notion de citoyenneté. Et qui, en lisant le texte de Justin Lérisson, l'une des questions que je me suis posée, c'était est-ce que nous avons des citoyens en Haïti? Nous savons qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des droits et des devoirs. Et maintenant, on voit que dans l'œuvre de Justin Lérisson, nous avons une société où le droit des gens n'est pas respecté, où on arrête les citoyens paisibles sans aucune raison valable. Mais tout le monde a peur de parler parce que là, ils se retirent. Vous voyez, on les arrête, ils gardent silence, mais parallèlement, quand les élections arrivent, ils ne votent pas. Le rapport entre droit et devoir. Est-ce que quelqu'un qui reste les bras croisés face aux violations de ses droits et qui parallèlement n'accomplit pas ses devoirs, est-ce qu'on peut le considérer comme citoyen? Là encore, c'est une question fondamentale qu'il faut poser à partir de l'œuvre de Justin Lérisson. La question des campagnes électorales. Et nous savons que, par exemple, les préparatifs de campagne d'Eliezer commencent avec l'apparition du personnage que j'ai cité tout à l'heure, Boutnègre. Il frappe à la porte d'Eliezer et pour se présenter comme l'homme le plus fort dans cette commune, le coq chanté. Il contrôle tout le Bel-Air, tout Pognette, jusqu'à la Saline, où il a 5 maîtresses pour gagner la confiance d'Eliezer. Maintenant, la première chose qu'il évoque en abordant Eliezer pour entamer sa campagne électorale, c'est la question de monnaie, la fameuse question monnaie.
le nerf de toute chose. Et là, je lis Justin Lérisson. Devant la détermination du Petit Caille pour mener sérieusement sa campagne électorale, Boutnègre aborda sans plus tarder la fameuse question monnaie, le nerf de toute chose. Il dit avec le sérieux le plus imperturbable, pour commencer, il me faut sur le champ 10 000 gourdes. Mais demandez-vous, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 10 000 gourdes? Bon, d'abord, pour justifier ces 10 000 gourdes, il vous dit, attention, notre peuple est le peuple le plus exigeant. Il ne soutient que le candidat qui se montre capable de dépenser. C'est l'argent qui donne au peuple la force de crier vive. Autrement dit, les électeurs se soucient peu de la vision, de la compétence du candidat, de ce qu'il a comme projet. C'est ce que fait Boutnègre. Mais attention, une fois obtenu ces 10 000 gourdes, qu'est-ce qu'il fait? Il en fit 2 parts inégales. L'une de 1500 gourdes qu'il fit cela fortement et mis au fond de sa malle pour l'acquisition d'une chambre haute en ville, au nom de ce peuple exigeant, et l'autre de 500 gourdes qu'il emploie pour se payer un complet, payer ses dettes et offrir des meubles à l'une de ses maîtresses, encore au nom de ce peuple exigeant. Et donc c'est la question de démocratie, la question de campagne électorale. Nous savons que la campagne électorale, c'est une occasion de débat entre les idées, de manière classique, des projets, etc. Mais non, Boutnègre, ce personnage qui maîtrise bien la réalité sociopolitique, vous voyez, il va vous dire, attention, il va revenir, et c'est là que je termine, peut-être que je pourrais revenir sur les autres aspects dans les débats. Et maintenant, quand il revient pour avoir une autre somme d'argent, il va justement appeler ce qu'il appelle ses chiens enragés. Ces chiens enragés-là, ce sont des hommes venus des quartiers populaires qu'il donne un peu d'argent. Et je ne vais pas utiliser les termes utilisés par Justin Lérisson, qui sont très un peu péjoratifs. Mais ce qu'il veut dire, c'est que ces gens-là, qui ne sont pas éduqués, qui sont dans des situations économiques précaires, ce sont eux qu'il va utiliser pour aller faire ce travail de violence dans les communautés. Ce qui nous montre qu'à la lumière de cet aspect du récit, que très souvent, cette situation de misère, de manque d'éducation, au lieu d'être un fléau à combattre, devient une sorte d'arme, une arme, que cet acteur politique, Boutnègre, mobilise quand il veut faire crier vive ou à bas à ce qu'il appelle ses chiens enragés. Bon, voilà. Maintenant, c'est un peu un tour d'horizon sur l'œuvre de Justin Lérisson. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait évoquer dans les débats. Mais la question que j'aimerais poser, et pour terminer tout de suite, c'est: sommes-nous dans une société de répétition? Merci beaucoup. Magnifique intervention de Pierre Michelot Jean-Claude qui interpelle, à mon avis, à de nombreux égards sur le rapport au passé et à l'histoire qui raconte ce passé par rapport à un présent. Ici, j'ai beaucoup parlé d'un texte d'Agamben, encore une fois, qui m'intéresse, Casquette contemporain, où l'effort consiste à lier le passé et le présent dans la constitution d'une identité. Voyez-vous, et Pierre Michelot commence par exemple par mettre en perspective l'idée que la littérature, dans la logique de Svetan Todorov, considère donc que la littérature serait la première des sciences humaines, que la littérature peut être mise à contribution effectivement pour témoigner, pour signifier, pour en tout cas être le lieu où peuvent être laissées des traces qui soient en mesure de nous indiquer, peut-être qu'il y a des chemins qui ne mènent nulle part, comme le dit Heidegger, qui valent en tout cas la peine d'être parcourus. En même temps, il parle d'une figure qui
interroge à de nombreux égards également, c'est la figure de l'endetté. On en parlera d'un point de vue générationnel, du point de vue de la transmission. Et comme on le voit, et c'est pratiquement ça l'idée centrale de son travail, le parallèle est toujours frappant entre ce qui s'est passé, ce qui se passait du temps de Justin Lérisson, la société qu'il décrit, notamment dans la famille des Petites Cailles, et la réalité que nous vivons aujourd'hui, même si ce parallèle est toujours fidèle à un référencement, si on peut dire, qui se fait sur le mode d'un clin d'œil ou à la limite à titre d'indication. Moi, en t'écoutant, Pierre Michelot, je ne peux résister à l'envie de penser à un philosophe ghanéen qui s'appelle Jean Godefroy Bidouma, qui a écrit un livre assez intéressant qui s'appelle La Palabre, où il aurait tendance à questionner, à re-questionner un travail où l'on sent qu'il y aurait par moment, c'est un peu le cas dans pratiquement toutes les sociétés africaines nouvellement décolonisées ou anciennement décolonisées, où on sent donc en soubassement un occidentalisme qui travaille la question dans la mesure où, quand on voit la question du citoyen, quand on définit le citoyen, il est toujours référé à un occidentalisme. Quand on doit définir autre chose qui caractérise ces sociétés endogènes, la référence est toujours dans une certaine mesure liée à cette extériorité, si on peut dire. À l'heure, en tout cas, où l'on parle beaucoup de ces pensées du décentrement, c'est-à-dire des identités meurtrières, d'Amin Malouf, des post-colonial studies, de la décolonialité, je pense qu'il n'est pas inutile d'en parler. En tout cas, pour mieux en discuter, il est nécessaire de prendre une pause, question de respirer, avec Emeline Michel, Bito Vaoba et James Germain. Au retour, comme j'aime le dire, nous passerons aux questions. La Gueule, Emeline Michel, Bito Vaoba et James Germain, à tout à l'heure. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous en sommes à la dernière partie de cette édition de Café Philo, où nous recevons, comme je n'ai eu de cesse de le rappeler depuis le début, Pierre Michelot Jean-Claude, qui est chercheur, communicateur social, professeur. Avec lui, ce soir, nous discutons autour d'un thème, littérature et politique, de relecture de l'œuvre de Justin Lérisson dans le contexte des crises sociopolitiques en Haïti. Alors, nous allons deux séries de questions, comme d'habitude, et nous commençons avec la première série, et nous appelons, et qui s'exécute tout de suite, Emmanuel Stéphane Laurent, Willem Joseph, Dolcin Lous Mara et enfin McDonald Orphée. Et son exposé, nous trouvons aussi très belle en façon de parler. Peut-être c'est le style que je découvre le style de l'homme pour la première fois. Mais ce que je voudrais faire comme commentaire et inviter au débat en même temps, c'est que moi je fais partie d'un comité de commémoration, de célébration du centenaire de publication de la vocation de l'élite de Dr. Jean Price-Mans. Le livre a été publié en 1919. En 2019, cela fait 100 ans. J'appartiens à un comité avec le professeur Alex Pierre, un étudiant de la NDC, et José Jean-Baptiste, qui d'ailleurs a eu une initiative. Et ce que je viens de partager avec vous, c'est la même constance. C'est question de répétition. Price-Mans a écrit un livre en 1919. Et si on est en train de relire le livre en 2019, on pourrait se poser la très gênante question: est-ce que Price-Mans est encore vivant et qu'il est en train d'écrire le livre que maintenant? Et je viens de vous écouter parce que là, ça m'a permis de me rappeler une belle époque quand je fus professeur de littérature, notamment de professeur de littérature haïtienne en secondaire. Je viens d'entendre votre exposé qui m'a permis de revivre et Justin Lérisson, et on peut se poser la même question. Est-ce que Justin Lérisson est en train d'écrire que maintenant? Vous avez terminé par une question, moi je poserai une autre question. Sommes-nous dans une société de répétition? Moi je voudrais poser une autre question pour agiter le débat. Comment vaincre cette société de répétition? Bonsoir à tout le monde. Et tout d'abord, qu'il me soit permis, Monsieur Jean-Claude, de vous complimenter pour ce bel exposé que vous venez de faire. Ma question est la suivante. Et dans le texte
et ou du moins dans le roman de M. Justin Lérisson. C'est un roman satirique et qui peint une réalité sociale, et à savoir la réalité politique d'Haïti. Et est-ce que c'est pas parce que Justin Lérisson était un opposant farouche au régime en place à l'époque et qu'il a décidé de faire une telle publication? Est-ce que dans ce roman, ne serait-il pas bon de mettre en valeur les stratégies politiques? Et je pourrais aussi poser cette question, est-ce que le pouvoir oratoire et, disons, les fraudes électorales, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme des stratégies politiques? Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention. Ma question, c'est que il y a une phrase que j'ai toujours pas arrivé à mettre dans un contexte. C'est la phrase de Stendhal qui dit que la politique est à la littérature ce que est un coup de feu au milieu d'un concert. Je n'arrive toujours pas à situer cette phrase, vu que vous avez abordé la question de politique et de littérature, j'aimerais bien le situer. Et aussi, j'aimerais poser la question, est-ce que la littérature n'a pas dérouté quelque part? Parce qu'avant, on peut voir Lettre persane de Montesquieu, Candide de Voltaire. La littérature était constituée comme un engagement, comme un outil qui aiguisait la critique des jeunes à cette époque. Et maintenant, on peut voir que c'est vraiment pas la même chose. Donc, est-ce que quelque part, la littérature ne s'est pas désengagée elle-même? Bonsoir à l'intervenant ainsi qu'à Ralph. Alors, moi comptais faire un compte commentaire ou tout au moins sur un commentaire ajouté par rapport à l'exposé là, par rapport à l'intervention. Et pour moi, livre ou roman Justin Lérisson, il est centré, il est tourné autour de cette fameuse question. Qui contrôle la politique en Haïti? Ou tout au moins, qui contrôle les paramètres de la vie politique en Haïti? Et à cette question, Justin Lérisson répond très clairement, c'est Boutneg, par exemple, qui se posait dans un rapport entre paysans et intellectuels, ou bien entre caractéristiques paysannes et caractéristiques intellectuelles que nous faisons face dans la société haïtienne. Pour Boutneg arriver contrôler meilleure politique haïtienne, il utilisait des caractéristiques, il utilisait des matériaux, tant que les clichés, il conseillait à Élisée Petite-Caille qualité pour gagner popularité, tant que participer dans ban rara, boire clairin et même gens avec tout le monde. Et c'est à partir de ce moment, fortune populaire Élisée Petite-Caille a commencé à augmenter en intensité. Et puisqu'il s'agit de relecture, nous avons vécu réalité ça encore. Côté que pas aucun discours intellectuel qui prend ancrage dans la société, qui gagne en prise sous la société, c'est des chefs de gang, c'est des gens avec des clichés, n'importe candidat qui vient avec des clichés, tant que origine, nous pas condamner nous et autres, c'est eux-mêmes qui gagnent monopole vie politique là en Haïti. Moi, c'est commentaire ça me faire par rapport à l'exposé. 5 minutes. Bon. Merci beaucoup pour vos différentes questions. Et bon, il y a un parallèle effectivement avec autour de la question de répétition. Effectivement, ce n'est pas pour rien que j'ai posé la question. Hier encore, j'étais en train de lire le texte du professeur Audin et le mal d'Haïti. Et Léon Audin. Donc c'est un peu, ce n'est pas pour rien que j'ai posé la question et que j'ai mis aussi l'accent sur le rôle de l'histoire. Vous voyez? Donc très souvent, nous nous trouvons dans une situation où l'on a comme l'impression que c'est pour la première fois que nous vivons cette situation. C'est pour la première fois qu'on... on pourrait prendre des exemples de la réalité politique actuelle. Hein? Donc, c'est pour la première fois que dans les campagnes électorales, ce qui compte,
ce n'est pas le discours, le projet, mais qui détient la force de l'argent et de la violence. On a l'impression que c'est nouveau et sans se rendre compte qu'on est en train de répéter des éléments qui ont caractérisé toute notre histoire de peuple. Et comment vaincre cette situation ou bien cette société de répétition, pour reprendre textuellement la question? Moi, je pense que rien n'est plus fondamental que l'éducation. Rien n'est plus fondamental que l'éducation. Et ce n'est pas pour rien que j'ai cité, par exemple, la pensée du sociologue Claude Souffrant, qui a parlé de la nécessité pour nous d'avoir un autre rapport avec le passé. Regarder le passé en fonction de notre projet d'avenir. Donc, nous récitons des textes historiques, nous récitons l'épopée de Dessalines, de Crapaud-Lamort, etc. C'est bien. Mais qu'en faisons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons tirer? Qu'est-ce que nous avons comme responsabilité? Il y a encore la notion de dette sociale. Et position de Justin Lérisson, effectivement, Justin Lérisson était un... Bon, là, je passe rapidement à la deuxième question. Et effectivement, Justin Lérisson était un homme très engagé. Et homme politique, poète, journaliste, professeur, historien, etc. Il a souvent été arrêté. Et ce texte, d'ailleurs, La famille des petites cailles, la première version de La famille des petites cailles a été publiée sous un pseudonyme, hein, je crois que c'était Tic Tac, dans une revue. Vous voyez, c'est l'époque où l'on a peur de parler. Et maintenant, parler de ça comme stratégie, c'est vrai qu'il faut avoir une stratégie pour atteindre ses objectifs politiques. Si vous êtes un potentiel candidat ou un acteur politique, si vous choisissez de vous engager dans la politique, choisir de s'engager dans la politique, c'est effectivement pour l'objectif principal, c'est acquérir le pouvoir. Mais est-ce que la violation des lois peut être la violation systématique des lois peut être une stratégie? Est-ce que se donner comme seul objectif de satisfaire ses besoins personnels, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans une situation où il a échoué en tout, dans ses affaires personnelles, dans sa vie privée, etc., la politique devient pour lui le refuge, où il a des démêlés avec la justice, un poste électif ou un poste politique devient pour lui une sorte de parapluie. Est-ce que, maintenant, la question aujourd'hui, nous parlons de la question de citoyenneté. Quelle est la position des citoyens? Quand nous allons, puisque nous avons choisi, puisque nous avons opté pour la démocratie, qui, en quelque sorte, voudrait dire que c'est nous qui choisissons les dirigeants. Par rapport, si quelqu'un choisit ça comme stratégie, violer les lois, prendre la politique comme refuge, etc., dilapider les fonds de l'État, quelle est notre position par rapport à ça comme stratégie? Nous avons notre rôle à jouer puisque nous ne sommes plus à l'époque de la monarchie, du droit divin, etc. On est des acteurs. OK? Des acteurs. Et justement, le feu de l'océan, pour faire suite rapidement à la troisième question, comment? Justement, le rapport que j'ai essayé d'établir, c'est... Bon, effectivement, il y a cette tendance de considérer la politique... de comparer la littérature et la science comme le jour et la nuit, des choses qui n'ont rien à voir. Et il y a cette tendance, effectivement, et qui n'est pas tout... Ceux qui le font n'ont pas tout à fait tort, parce qu'effectivement, quand on parle de la science, on voit un travail de recherche qui est basé sur l'objectivité, etc. Il y a une méthode, etc. Mais il y a la méthode, tout ça. Mais dans la littérature, la poésie, ce qui compte le plus, c'est l'imagination. Maintenant, la question qu'il faut se poser, d'où vient cette imagination? Qu'est-ce qui alimente cette alimentation? C'est cette inspiration-là, d'où ils viennent? Du ciel? Non. C'est pourquoi de nos jours, et justement, on tient compte de l'importance de cet aspect-là dans la science aujourd'hui,
Mais c'est pourquoi, par exemple, on parle d'aujourd'hui de égo-science, de égo-histoire, où, en analysant les œuvres scientifiques, on considère d'abord la trajectoire personnelle du chercheur, de l'écrivain, parce que effectivement, ce qu'il y a d'inconscient, de tout ce qu'il y a comme trajectoire personnelle, va influencer son œuvre. Vous voyez, il y a un va-et-vient entre la science et l'imagination qui constitue la toile de fond de la littérature, des œuvres littéraires, etc. Bon, et qui contrôle la politique? J'aurais pu vous poser la question, mais nous savons tous. D'ailleurs, ceux qui ont des projets sérieux ont même peur de se présenter, de parler. Nous avons, soi-disant, mis fin à la dictature. Mais récemment, j'ai eu une expérience. La dictature qui était caractérisée justement par je ne sais pas, cet étau sur l'expression de la parole. L'expression, justement. Ah ben, récemment, j'ai eu une expérience à Delma 33 où on m'a parlé. Et puis, on aborde une question politique qui a un rapport avec le gouvernement en place. Dis moi-même, je ne vais pas rentrer dans cause de ça parce que ça, bagaille comme ça, je ne pas là-dedans. Vous voyez, cette peur existe encore dans la société haïtienne. Il y a une peur de s'exprimer sur des dossiers, sur des questions, devient un risque énorme. Je me demande combien de parents actuellement sont en train de décourager leurs enfants de s'exprimer publiquement sur des questions. Nous avons la question de Petro Challenge. Demandez-vous combien de jeunes qui sont maintenant en conflit avec leurs parents à cause de leur position publique sur ces questions. Vous voyez, il y a encore cette peur. Maintenant, pourquoi cette peur, puisque nous sommes en démocratie? Parce que justement, s'il faut comprendre la réalité, si on cherche à comprendre la réalité en se basant strictement sur la loi, ce qui existe comme cadre légal, etc., on risque de passer à côté parce que il y a cette vague de violence et la meilleure façon pour un tyran, un tyran entre guillemets, quand je parle de tyran, pas dans le sens classique du terme, mais dans les pratiques, etc., on a encore des pratiques tyranniques au cœur de la démocratie. Eh bien, très souvent, le meilleur moyen de se maintenir, de garder son pouvoir ou d'atteindre son objectif, c'est en éliminant l'autre, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ce qui est plus grave dans tout ça, et c'est pourquoi je voudrais me demander, est-ce que nous sommes un peuple zombifié? C'est cette peur qui envahit les forces vives de la nation. Cette peur de s'exprimer, cette peur de, je ne sais pas, de se positionner contre des pratiques jugées rétrogrades et contraires justement au bien-être collectif, parce que je l'ai dit, la politique, c'est l'activité la plus noble au monde, parce que il vise le bonheur des gens, le bonheur des citoyens. Donc c'est le bonheur des citoyens qui devrait être l'objectif ultime de celui qui choisit de s'engager en politique. Maintenant, bon, on sait que ça c'est un idéal, peut-être utopiste, mais il faut quand même s'orienter vers là. Et là, c'est le rôle des citoyens, de la jeunesse, éclairés que nous sommes, éclairés dans le sens que nous comprenons, pas dans le sens qui vient de la ville et qui gagne courant, mais dans le sens des gens qui ont la capacité de comprendre la réalité et de se positionner et de manière avisée et critique. Merci beaucoup. La deuxième série, tout de suite, nous appelons pour ce faire John Mike Kelly Clérin, Alexandra André, Evans Forestili et enfin Paul Edric. Bonsoir, je remercie Café Philo de m'avoir donné la possibilité de poser la question. Alors, je vous remercie pour l'exposé. Ma question avait deux volets que le professeur Lhomme avait déjà parlé du premier volet de la question, ce qui a rapport à la répétition. Mais ma question c'est que Justin Lérisson, étant un journaliste dans son temps, il remarquait tout ce qui passait, comme c'est à propos des candidats,
et il voyait comment il a expliqué que Eliezer ou ses amis l'ont encouragé à initier les francs-maçons parce qu'ils l'ont dit, pour aller dans la politique, il faudrait avoir soit une force maléfique avec lui. Et où Eliezer avait initié francs-maçons. Et aussi, Justin Lérisson avait montré que Eliezer avait beaucoup d'argent. Et Eliezer participait aussi dans le marchandage des votes, la déloyauté, le chaos, tout ça, pour avoir le pouvoir. Mais la question que je me pose, c'est que Justin Lérisson lui-même, dans son temps, il était journaliste, il voyait tout ce qui se passait. Alors, il a écrit un roman pour expliquer tout ce qui se passait dans son temps. Et maintenant, comme la demoiselle avait repris dans sa question, la littérature sert comme un échappatoire de vie. La question que je vous pose, monsieur, comment peut-on mesurer la politique dans la littérature? Bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Alexandre André. Question pas non, avant de poser le moyen pour remercier l'intervenant parce que bon rappeler mon paquet de bagages sur Justin Lérisson. Bien sûr que m'a regardé 100 ans après pas presque une différence. Et question maintenant il pour aller direct entre la science avec ça nous t'ai dit crise ou bien problème sociopolitique pays à Kounia là. D'après vous même monsieur Jean-Claude, est-ce que c'est pas parce que yo manqué bail valeur à dit intellectuel nous yo, scientifique nous yo, savant nous yo, qui fait que jusqu'à présent dit après 100 ans nous après vivre ça et nous te qu'on vivre en 1919, 1905 tout ça. Parce que les n'a regardé dans tout pays qui sérieux, avant même problème yo te getan posé, yo gen solution captain yo. L'aime dit ça. C'est parce que les n'a regardé université qui c'est côté mon a produit réflexion, côté mon a fait recherche sur toute une série de problèmes qui a posé dans la société. Depuis même problème n'a getan pour arriver, yo getan jeune solution pour lui. Mais pour qui ça nous même en Haïti après 100 ans, yo série problème qui déjà posé, pas jamais gen monde qui a jeune solution pour eux. Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que monde qui dans l'état, l'aime dit l'état, c'est dans son ensemble, OK? Parce que me pas exclu pièce monde. Pour qui ça yo pas bail université qui c'est côté à produire toute savoir toute valeur que mérite vraiment pour que nous capable résoudre joindre une solution avec problème qu'a posé parce que nous pas obligé pour revivre ça qui t'est passé 100 ans après parce que même pas vle dans question moun qui dit grand moun yo échoué mais nous même en tant que jeunes qui ça nous prend et qui ça nous n'a porté comme solution qui responsabilité nous gagnons pour que ti moun k'ap vini yo pas rendre yo que c'est nous mêmes qui cause problème yo. Merci beaucoup. Je me permets de saluer monsieur Jean-Claude ici Ralph Jean-Baptiste mais au fait je salue également ma consoeur à moi maître Michel Régis et mon psychologue qui est en train de me regarder à la maison Jacques Jude. Alors monsieur Jean-Claude en se référant avec le personnage central dans la famille des petites cailles de Justin Lérisson, je vais parler de Eliezer. On a pu remarquer que Eliezer, il a seulement critiqué, il n'a jamais cessé de critiquer. Vous avez vu, vous avez même dans votre exposé, vous avez soulevé que Eliezer, en tant que l'audienceur, en racontant des histoires, en faisant l'anatomie même de la société haïtienne, on a pu constater que qu'Eliezer, il a seulement critiqué, mais il n'a rien proposé. Mais moi-même, j'aimerais bien vous demander, monsieur Jean-Claude, est-ce que le passé, ou du moins la satisfaction dans le passé, c'est un mal, ou du moins en se référant dans le passé, ce ne sera pas vraiment un moyen qui nous permettra vraiment à fouetter notre orgueil d'aujourd'hui? Monsieur Jean-Claude, merci. Bonsoir avec Radio Télévision Caraïbe qui a fait un travail sérieux. Et puis un grand respect pour Café Philo. Haïti avait dit son émission qui est vraiment important dans la culture haïtienne. Et puis un grand respect pour ce monsieur Jean-Claude qui est là sur le panel. Ma question, j'aimerais savoir qui était Dambala. Dambala, j'aimerais savoir qui était Dambala même. Explique-moi bien qui était Dambala. Qui est Dambala? Et puis merci. Bon, et encore, c'est un grand merci pour ces questions très pertinentes. Alors, je commence par la dernière, puisque pour dire que, en fait, je ne vais pas parler de Dambala,
J'ai parlé de Dame Vala, la femme des petites cailles de Eliezer. Bon, grâce à laquelle, effectivement, Eliezer a accumulé toute sa fortune. Hein. C'était un mambo. Hein. Et quand les politiciens veulent gagner le pouvoir, quand une femme a besoin de se marier, quand quelqu'un a un problème avec quelqu'un, c'est elle qu'on vient voir et cette activité est très lucrative. Et c'est ce qui a permis à Eliezer, vous voyez le rôle de la femme à côté, dans le succès des hommes. Hein. On n'a pas abordé cet aspect, mais c'est important. D'ailleurs, Eliezer a été même élevé par sa mère. Hein. Donc, parmi 65 enfants, il avait peu de chances d'être pris en charge par son père. Et bon, justement, cette question de Dame Vala nous permet de faire le lien avec la première question, la question de superstition. Vous voyez, le rôle de la superstition, politique et superstition en Haïti. Et bon, je connais quelqu'un qui a été nommé à un poste et qui a refusé d'utiliser le véhicule laissé par son prédécesseur. Parce qu'il pense que ce dernier a laissé quelque chose. Hein. Donc l'État va devoir trouver d'autres fonds pour trouver un autre véhicule pour ce fonctionnaire parce que il a peur, vous voyez. Donc il y a cette peur, mais il y a aussi une pratique. Et c'est vrai que quand nous parlons de superstition, nous parlons de tout. Nous parlons non seulement de la croyance au Dieu, mais aux lois, etc. Donc quand quelqu'un est... Est-ce que c'est une stratégie ou c'est une croyance réelle? Mais regardez nos anciens candidats, surtout nos derniers candidats, surtout ceux qui se sont fait élus au cours des dernières décennies. Bon, ils ont toujours un rapport avec, que ce soit, il y a un double, donc la question de religion, de croyance joue maintenant, joue pas maintenant, je dis joue depuis toujours, une double fonction. Ça permet de fidéliser un électorat, mais ça permet aussi de trouver la protection, la force nécessaire. Il faut avoir il faut se faire baigner. Il faut aller également prier. Hein? Il faut prier. Mais ce n'est pas seulement de la politique. Combien de nos jeunes, combien de nos gens sont aujourd'hui dans les jeunes, tous les vendredis, chaque jour, pour avoir un visa, pour obtenir un mariage. Hein? Il y a encore ces pratiques-là, vous voyez? Donc la superstition, en fait, je n'ai rien contre les croyances. Nous devons respecter les croyances de tout le monde. Ça, je le respecte, peu importe la croyance de quelqu'un. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est un danger. Le danger d'adopter une attitude irresponsable par rapport à la réalité. De savoir que, bon, il y a une force naturelle qui va tout faire pour nous. Vous voyez? J'ai besoin de travailler, il suffit que j'aille prier et je trouverai de l'emploi nécessaire. Et ça me fait penser à Diogène dans l'Antiquité, hein, le philosophe, comment il s'appelait déjà, cynique. Donc, quand les femmes allaient prier dans l'Olympe pour trouver un mari, il est allé dire attention, hein, ça ne vous servira à rien. Faites-vous belle. Apprenez à être charmante. Les dieux ne feront rien pour vous. Et ça ne veut pas dire, ça ne met pas en compte la croyance de la personne, mais il y a des choses qui dépendent de nous dans la société. Et quand nous laissons tout à la superstition, au Dieu, à une force naturelle, nous ne faisons pas ce que nous faisons. Nous ne construisons pas bien nos maisons. Et quand la terre tremble, 300 000 personnes sont tuées, c'est parce que nous avons péché. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, et ça m'invite justement à aborder la deuxième question posée par Alexandre André, le rapport entre la science et la politique, mais je dirais même science et société. Vous voyez, par exemple, dans la politique, les acteurs politiques, ils agissent sur le présent, dans l'urgence. Il y a des dossiers urgents à gérer. Ils n'ont même pas le temps de lire et de penser. Je ne sais même pas s'ils prennent le temps d'écouter leurs conseillers.
et celles qui ont la mission de penser la société, de réfléchir, de tirer les leçons de l'histoire, c'est les universitaires, les sociologues, bon, je dis les psychologues, mais aussi nos ingénieurs, comment construire nos maisons. J'ai été dans le sud à la suite de l'ouragan Mathieu, ou Mathieu si vous voulez. Ah bien, quelques temps après, les gens commencent à reconstruire leur maison au même endroit et de la même manière. Quelle est la proposition que peuvent faire nos ingénieurs? Il y a de nos jours des problèmes dans l'agriculture, comment justement, quel peut être le rôle de nos agronomes? Ou encore, on pourrait dire, par rapport aux problèmes de société qui se posent aujourd'hui, qui interviennent dans nos médias, avec qui leur autorise, qui interviennent sur la question de santé, la question de transport, de comment organiser, comment résoudre le problème de l'électricité dans le pays, et qui participent au débat. Il faut poser ces questions, vous voyez? Donc il y a une crise, une carence de parole universitaire dans l'espace public de nos jours, et qui fait que nous avons du mal à nous approprier du passé. Parce que le passé dont nous parlons n'existe plus. Nous parlons de mémoire ici. Et dans la mémoire, il y a la question de l'oubli. Nous choisissons, dans tout ce qui s'est passé, ce qui mérite d'être transmis aux générations futures. Maintenant, si nous ne parlons, il y a beaucoup d'entre nous, le 12 janvier 2010, c'est ce jour-là que nous savions qu'Haïti était exposé à des catastrophes naturelles, à des tremblements de terre. Nous ne savions jamais 1842. Nous ne savions pas 1750, 1770, ce qui s'est passé à Port-au-Prince. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé ne nous servira à rien si, justement, il n'y a pas un travail de transmission de la mémoire collective. Et justement, ce qui fait que nous sommes devenus un peuple amnésique. Nous nous souvenons de 1804, juste pour pouvoir dire nous sommes un grand peuple. C'est vrai que nous sommes un grand peuple, mais que faisons-nous aujourd'hui? Quelle est notre place aujourd'hui sur l'échiquier politique, économique, dans la géopolitique, etc., dans le monde? Bon, je ne sais pas si mon ami, je ne me souviens plus pas de son nom, a voulu parler d'Eliezer ou de Gaulimin qui a raconté l'histoire. Je ne sais pas. Mais parler de passé comme moyen de fouetter notre orgueil, oui, ça peut fouetter notre orgueil, mais pourquoi fouetter notre orgueil si nous ne nous donnons pas les moyens d'utiliser les leçons de ce passé pour faire mieux? Si nous ne pouvons pas faire mieux que ceux qui nous ont précédés, notre passage sur cette terre, sur cette communauté historique, sera inutile. Parce que, au lieu d'accomplir notre dette, de payer notre dette sociale, nous nous comportons comme de mauvais héritiers qui dilapident l'héritage sans se soucier de ceux qui viendront après nous, sans même se soucier de la nécessité d'apprendre à vivre. Parce que de nos jours, nous ne vivons pas en Haïti, peu importe notre niveau socio-économique, peu importe sa classe sociale, on ne vit pas. Il y a la peur, il y a tout le stress qu'on connaît, il y a justement le désespoir, il y a justement cette situation où nous sommes, la plupart d'entre nous deviennent des gens en transit dans notre propre pays. On ne vit pas. Et justement, si le passé doit fouetter notre orgueil, c'est justement apprendre à nous orgueiller, à dire que cette situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui est inacceptable et que nous avons la responsabilité de faire mieux, à la fois pour nous et ceux qui viendront après nous. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être restés. Merci à M. Pierre Michelot Jean-Claude pour cette intervention autour du sujet littérature et politique, une relecture de l'œuvre de Justin Lérisson dans le contexte des crises sociopolitiques. Comme vous le savez, Café Philo, c'est tous les mardis et c'est ici au Café des Copains. Donnons-nous donc rendez-vous
mardi prochain pour un autre café philo autour d'un autre sujet aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Bonsoir et à très bientôt. On l'en manque à la velotte, contre l'eau sortie nos roches. C'est vous et moi, comptez si moi, comptez si moi. Moi, on vient saisir sans parole, souffle coupé, qu'est moins fun. Posez si moi, posez si moi. En carton yo palais, il dit ou méritez, ou pas te doit te lever. Ou pas te doit t'aimer, c'est fierté ou gagner. Pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble.